bonjour. Voilà, eh bien écoutez, aujourd'hui c'est la dernière de ces 5 petites conférences sur la roman. Alors, je voulais peut-être justement en profiter pour dire que bon, conférence, c'est peut-être un bien grand mot parce que normalement une conférence, ça dure au moins 1 heure et demie. Si je faisais la même chose devant mes auditeurs à l'université, ça durerait 1 heure et demie, 2 heures. On irait plus dans les détails, bien entendu. Mais en fait, c'est, je pense, une bonne petite initiation qui, a priori, a plu jusqu'à présent à beaucoup. Et je vous remercie pour tous les messages très encourageants et chaleureux que nous avons pu avoir. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 2 choses. Il va y avoir 2 chapitres dans cette séance. Il va y avoir d'abord quelque chose sur les églises romanes coiffées de coupoles qui se trouvent plutôt dans la moitié ouest de la France et plutôt, on va dire, sud-ouest, une partie du sud-ouest et même un peu plus au nord dans le bassin aquitaine. Alors, je vais tout de suite illustrer mes propos par des images que voici. Voilà. Alors, donc les églises romanes à coupole de l'ouest de la France. Alors, en fait, il faut bien comprendre que ces églises romanes, nous l'avons vu, je pense, jusqu'à présent, font l'objet, pour beaucoup d'entre elles, il y en a certaines, vous avez vu, qui ont fait école, d'autres pas, d'autres plus ou moins. Chaque chantier est en fait un chantier un peu d'expérimentation. Et de toute façon, toute l'histoire de l'architecture, mais peut-être plus encore au Moyen Âge, est très révélatrice de cet aspect des choses. Quelque part, c'est une logique. On expérimente, on améliore au fur et à mesure, à une époque où on a plutôt une connaissance empirique des choses. Et à un moment donné, eh bien, il est clair qu'on a voulu faire l'expérience, non pas de coiffer ces églises simplement de charpente, donc pas de voûte, ou bien de voûter. Alors, berceau plein cintre, berceau brisé, berceau transversaux, eh bien, à un moment donné, pourquoi ne pas tenter de coiffer ces églises d'enfilades de coupoles? Alors, il faut reconnaître que les églises à coupole, ou les édifices en tout cas à coupole, se trouvent depuis déjà le haut Moyen Âge, pour pas dire presque l'Antiquité tardive, dans une partie de l'Église d'Orient, que ce soit l'Arménie, que ce soit l'ancien empire byzantin, et il est clair que nos bâtisseurs romans ont dû être, pour certaines tout au moins, être influencés donc par cela. Alors, pourquoi est-ce que c'est une partie de la moitié ouest de la France qui a pu bénéficier de cela? Il est clair qu'on a beaucoup imaginé de choses, mais on n'a pas encore à ce jour de réponse radicale et définitive. Pendant longtemps, on y a vu plutôt une influence musulmane, étant donné qu'il y a la proximité par le sud-ouest avec la barre des Pyrénées, donc avec l'Espagne, la péninsule ibérique, l'Espagne qui est restée sous domination musulmane pendant près de 8 siècles, et que les musulmans, effectivement, ont utilisé assez régulièrement des sortes de coupoles. Mais le problème, c'est que ces coupoles musulmanes, par rapport à celles des églises romanes du Sud-Ouest, n'ont pas beaucoup de points communs, ou alors c'est très ponctuel et plutôt vraiment dans le massif même des Pyrénées, autant côté français que côté espagnol. Mais on y voit plutôt actuellement une influence byzantine. Alors, est-ce que c'est dû à un moment donné à l'épisode ou à la succession d'épisodes des croisades à partir de l'extrême fin du XIe siècle? Pourquoi pas? Ou alors, est-ce que, une fois de plus, il y a une inspiration qui vient de représentations d'édifices, que ce soit sur des ivoires, des bronzes, des choses comme ça? C'est tout à fait envisageable également. Alors, on va commencer par la cathédrale de Cahors, cathédrale Saint-Étienne de Cahors, capitale donc du Quercy. Une cathédrale tout à fait étonnante. Regardez déjà extérieurement, c'est tout à fait surprenant de voir cet édifice dont les coupoles sont visibles en plus de l'extérieur, ce qui n'est pas toujours le cas.
Et on a là vraiment deux coupoles remarquables. Bon, cette cathédrale a été construite, ou plutôt reconstruite, à partir de l'extrême fin du XIe siècle. Et la cathédrale sera d'ailleurs totalement terminée au XIIIe. On voit que le chœur est gothique. Bon, il y a pas mal d'éléments qui sont venus se surajouter, même au niveau des clochers, à l'époque gothique. L'église donc possède deux belles coupoles. Quelquefois, nous verrons que les églises en ont beaucoup plus. Et le fait de voir ici l'édifice extérieurement de manière longitudinale, vous voyez bien que à gauche, il y a en effet un massif occidental que nous retrouvons ici, surmonté de deux clochers. Voilà ce massif occidental qui sert également de façade, avec un portail et une rosace d'ailleurs qui ont été complètement rebâtis, ainsi que d'autres fenêtres dans la partie haute, beaucoup plus tard, à l'époque gothique, avec tout un vocabulaire très différent que nous étudierons prochainement. Par ailleurs, je vous expliquerai ça, je vous en parlerai à la fin de cette séance. Alors, le portail nord de la cathédrale Saint-Étienne de Cahors est un pur chef-d'œuvre de sculpture. Vous voyez que de part et d'autre, déjà, on a des sortes de frises avec des motifs comme de petites rosaces. Et puis, le portail lui-même possède un tympan magnifiquement sculpté, alors dont la qualité, en revanche, de la sculpture n'a pas du tout la finesse et la virtuosité de ce que je vous ai présenté, en particulier la dernière fois, avec les portails d'Autun, de Vézelay. Ça n'a rien à voir avec ça. Ici, c'est beaucoup plus sommaire. Des sculptures qui sont d'ailleurs moins en relief que ce que je vous ai montré auparavant. C'est d'un style beaucoup plus simple, beaucoup plus primitif. On devine dans tous les cas les apôtres dans la partie basse, au-dessus, au centre, le Christ dans sa mandorle. Voilà, donc c'est ce qui reste, parce qu'il a été malheureusement très abîmé, surtout aux guerres de religion, de ce portail nord. Alors, l'intérieur, qui a été restauré ces dernières années, nous montre donc cette nef unique, bordée de chapelles, et on voit donc ce couvrement tout à fait étonnant. Un couvrement qui pourrait effectivement évoquer bon nombre d'églises byzantines du côté de l'église d'Orient, tous les territoires concernés par l'église d'Orient. C'est tout à fait étonnant. Et on pense aujourd'hui que ces coupoles de la cathédrale de Cahors ont été même réalisées assez tardivement, à l'extrême fin, voire presque à la jonction de l'époque romane et de l'époque gothique, c'est-à-dire extrême fin du XIIe, voire premières années du XIIIe siècle. Il faut savoir que cette cathédrale a été reconstruite à l'emplacement des autres cathédrales primitives, et ce pour abriter une relique prestigieuse qui est ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Coiffe de Cahors, qu'on appelle aussi la mentonnière. En fait, c'est une bandelette qui a été cousue en forme quasiment de bonnet, et la tradition dit qu'au moment de la mise au tombeau, c'est ce qu'on a mis donc autour de la tête et de la mâchoire inférieure du Christ pour lui maintenir la mâchoire inférieure fermée. C'est une relique qui mériterait d'ailleurs une étude extrêmement approfondie, d'autant qu'elle comporte des taches de sang, et il serait intéressant de savoir si c'est le même groupe sanguin que sur le linceul de Turin, le soudarion d'Oviedo en Espagne, ou encore la tunique d'Argenteuil. Alors, cette cathédrale donc est en même temps une sorte d'église reliquaire, outre le fait qu'elle est l'église épiscopale, l'église mère du diocèse. Elle a été consacrée en 1119 par le pape Calixte II. Et elle possède également son cloître et des dépendances. Donc on a à peu près la quasi-totalité du quartier cathédral d'origine qui est conservé aujourd'hui. Alors depuis le chœur vers la basse nef, vous voyez qu'il y a tout un décor peint à fresque dans ces coupoles. Et en fait, ce sont des fresques gothiques, elles sont du XIIIe siècle, on le devine, enfin en tout cas ce qu'il en reste. Et ce sont tout à fait des coupoles à la manière byzantine, étant donné qu'elles ne sont pas construites sur ce qu'on appelle un tambour. C'est-à-dire que vous avez la calotte de la coupole qui est posée directement sur une sorte de système de gros murs épais, de murs mètres, et de pendentifs ou de pseudo-pendentifs dans les angles. Mais il n'y a pas un cylindre intermédiaire percé de fenêtre sur lequel on a posé la calotte de la coupole. Ça, c'est le type de coupole qui arrivera beaucoup plus tardivement.
Là, on a donc du coup une sorte de coupole un peu surbaissée, vraiment d'influence byzantine. Voilà, je vous montre un petit peu ça sous tous les angles. Voilà, donc faites abstraction de ce décor pictural, cela dit remarquable, bien que très abîmé, mais on voit bien que les saints qui sont représentés là, qui sont en fait essentiellement des prophètes, sont à l'intérieur d'architecture en trompe-l'œil, avec un vocabulaire purement gothique et non pas roman. Alors, la plus byzantine certainement de ces églises de l'ouest de la France, c'est la cathédrale Saint-Front de Périgueux. Saint-Front a été, nous dit la tradition, le premier évêque de Périgueux. Alors en fait, cet édifice que voici par vue aérienne n'est cathédrale que depuis le XVIe siècle. Auparavant, c'était d'abord une église paroissiale, devenue ensuite abbaye. Et cette église a un plan en croix grecque, un peu à la manière de la basilique Saint-Marc de Venise. Donc c'est dire à quel point il y a une référence en effet à l'église d'Orient. Et il faut faire très attention avec ce qu'on voit aujourd'hui, surtout à l'extérieur de cette cathédrale de Périgueux, parce qu'elle a subi au XIXe siècle une gigantesque restauration par l'architecte Abadi, qui en fait a placé même sur les coupoles des lanternons qui n'existaient pas autrefois. Bref, la cathédrale a été un peu enjolivée, complétée dans l'esprit du XIXe siècle. Bon, néanmoins, n'ayons pas trop l'esprit critique non plus, car si Abadi n'était pas passé par là, je ne sais pas ce qui resterait aujourd'hui de Saint-Front de Périgueux. Alors voilà, cette silhouette qu'on voit aujourd'hui dans le paysage, c'est très étonnant de voir cet orientalisme ici au cœur même du sud-ouest de la France. Ces lanternons, donc faites-en abstraction, le clocher, le gros lanternon qui le coiffe également. Voilà la maquette qui vous montre à peu près la globalité de cela. Il y a même d'ailleurs encore une sorte de mur de clôture au premier plan qui encercle la cathédrale, voyez-vous, et bon, qui était le mur de la clôture à l'époque où c'était une abbaye, et qui deviendra donc la clôture canoniale plus tard à partir du XVIe siècle. Voilà le plan qui nous montre bel et bien quelque chose de très très proche en effet de Saint-Marc de Venise. Avec cette belle répartition, et on voit en bas au numéro 10, donc le cloître, et au numéro 1, ce qui correspond à une sorte de massif occidental, là aussi. On voit que l'édifice est légèrement désaxé, car il a fallu l'adapter au terrain, ce qui n'est pas toujours évident, quoi qu'on en pense. Le cloître lui-même, vous voyez qu'il a une forme quasi trapézoïdale. Voilà cette silhouette vraiment étonnante, tout en pierre blanche. Voilà, ici on voit bien, vous voyez, vue du ciel également, on devine bien le plan en croix grecque. Plus encore de cette manière-là. Même le couvrement de ces coupoles a été abusivement restauré par Abadi au XIXe siècle. Alors voici le massif occidental qui est très dépouillé, je vous l'ai montré en plan il y a un instant. Et le clocher qui, bien que très remanié, pour pas dire presque intégralement reconstruit au XIXe, bon, a quand même des éléments de l'époque romane. Et je vous fais remarquer ici que ces grandes colonnes, qu'on appelle des colonnes engagées, puisque ce sont des colonnes comme encastrées dans les murs, donc comme des demi-colonnes, on appelle ça des colonnes engagées en architecture, elles ont une allure franchement antique. Elles couvrent d'ailleurs plusieurs étages, c'est ce qu'on appelle en architecture un ordre colossal. Et même le détail des chapiteaux et des corniches reprend un vocabulaire à l'antique. On voit bien au sommet que le lanternon est du XIXe siècle. Alors l'intérieur est particulièrement puissant, lourd, massif, dépouillé, d'une grande austérité. Mais bon, était-il comme ça vraiment à l'origine? Est-ce qu'il y a eu à un moment donné, au moins par endroit, un décor peint qui aurait disparu à l'époque de la guerre de Cent Ans, puis des guerres de religion, bref, toutes les tempêtes de l'histoire jusqu'à l'époque révolutionnaire? C'est tout à fait possible.
Il faut sans doute aussi imaginer un mobilier beaucoup plus riche dans cet édifice, probablement un jubé aussi à un moment donné, même déjà à l'époque où ça n'était qu'une abbaye, avant le XVIe siècle. Et cette église va servir en même temps de modèle, vous allez le voir aujourd'hui, à toute une série d'autres édifices du même type, surmontés également de coupoles. Alors même s'il y a des petites fenêtres, vous voyez, dans la calotte de ces coupoles, les fenêtres sont percées directement dans l'arrondi de ces coupoles et non pas dans un cylindre intermédiaire que l'on construira plus tard dans bon nombre de coupoles de la Renaissance, pardonnez-moi, ou encore de l'époque baroque. Voilà, c'est un espace assez démesuré tout de même, malgré la lourdeur, vous voyez, de cette architecture. Il y a beaucoup de luminosité. Vous voyez qu'à chaque travée, on a le thème des 3 fenêtres qui permet d'embraser tout l'ensemble. Voilà encore ici sous un autre angle. Voilà, vous voyez également, il y a comme une sorte de petite galerie de circulation avec des petites ouvertures, vous voyez, qui sont en hauteur. On voit ces petites arcades là par moment, par endroit. Voilà, ça c'est en fait le chœur. Bon, même si depuis on a changé l'orientation, on le voit au sens des chaises, surtout que depuis les réformes liturgiques de Vatican II, l'autel a été mis à un tout autre endroit, en fait à la croisée de l'édifice. Mais là, vous avez sous les yeux le chœur d'origine. Alors, la cathédrale Saint-Pierre d'Angoulême a été construite entre 1110 et 1128. Voici son plan. Alors, il est beaucoup plus simple et traditionnel. C'est une croix latine par rapport à Périgueux, mais on devine bien l'enfilade des coupoles qui coiffent la grande nef et également le transept. Et il faut savoir que chacun des bras du transept était extérieurement surmonté d'un clocher. Il n'en reste qu'un, malheureusement. Alors voici d'ailleurs cette reconstitution magnifique, dessin d'ailleurs de la plume de Viollet-le-Duc, qui vous montre donc ce qu'était à l'origine, au XIIe siècle, l'édifice au complet. On a 2 petits clochers en façade et 2 grands clochers coiffant le transept, ce qui donne bien sûr un souffle bien supérieur à ce que je vais vous montrer aujourd'hui, tel qu'on le voit in situ. Voilà, elle est sur un petit promontoire, donc c'est une belle silhouette. Alors vous voyez les 2 clochetons en façade, le dôme qui est un peu là aussi à la manière quasi byzantine, bien qu'il soit celui-ci sur un tambour percé de fenêtres, et puis le grand clocher, imaginez donc le même sur la droite, sur l'autre bras du transept. Alors, cet édifice, je n'aurai pas le temps de vous parler de l'art roman dans la région de la Saintonge, justement dans ce bassin aquitaine, mais indirectement, je vais quand même aborder la question, étant donné que une des caractéristiques majeures de l'art roman en Saintonge, c'est la profusion décorative de ces édifices, et ce, dès l'extérieur, et même surtout à l'extérieur, dès la façade principale. Or, cela va avoir une grande répercussion sur d'autres contrées toute une moitié ouest de la France. Et c'est le cas donc ici à Angoulême. Angoulême, donc 1110-1128, la façade se dresse quasiment comme un retable de pierre, bien compartimenté avec une multitude de sculptures. Bon, je vous montre ça d'un peu plus près, avec peut-être aussi des éclairages différents. Remarquez que les 2 clochetons de façade sont coiffés par des sortes d'éléments de forme quasi pyramidale. Ce sont des pierres, mais qui de loin ont l'allure finalement d'écailles. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous arrive de la région de la Saintonge et qui va se répandre jusqu'à Poitiers, et même parfois au-delà. Voilà, ici peut-être davantage avec une lumière rasante. Donc, dans la travée principale, au-dessus de la fenêtre centrale de cette façade, on devine le Christ en gloire dans une petite mandorle avec le tétramorphe également autour.
et puis tout un peuple de saints et même de représentations parfois presque mythologiques, presque encore païennes, voyez-vous, qui se retrouvent dans telle ou telle partie. Alors on a les mois de l'année, on a dans une autre partie également les signes du zodiaque, on a beaucoup de détails. Ce sont des façades donc, qui sont particulièrement ornées. Donc là, vous avez la preuve vraiment par A plus B que l'art roman n'est pas du tout nécessairement synonyme d'art dépouillé. Vous voyez qu'au contraire, il peut être très foisonnant. Voilà quelques détails. Alors, c'est assez remarquable de voir dans ces médaillons. Alors, on a ici des musiciens. On a également, au-dessus des petites arcatures, elles-mêmes très décorées, on a une frise avec des sortes de roses à l'intérieur. Au-dessus des roses, on voit qu'il y a une corniche avec une frise, avec des sortes de petites dents d'engrenage superposées qu'on appelle des billettes. J'en avais déjà parlé il y a peu de temps, qui est une caractéristique également de l'art roman dans une grande partie de la France et bien au-delà, jusqu'à Compostelle, en particulier au XIIe siècle. Voilà, on voit donc qu'il y a même des sculptures qu'on ne peut pas lire depuis la ville, depuis le parvis, par exemple, à la chaussée, mais c'est pour le plaisir de la volonté de faire quelque chose de très beau à la seule gloire de Dieu. C'est l'église cathédrale, c'est l'église de l'évêque, et c'est vraiment la maison de Dieu par excellence, donc il faut que tous les détails soient parfaitement soignés. Vous voyez la qualité vraiment de cette sculpture. Voilà, ça c'est la travée centrale. Vous voyez de plus près le Christ avec la mandorle. Mais le Christ, quand même, en même temps, a une silhouette. Bon, dans les détails, en tout cas, les personnages, plus exactement, n'ont pas du tout, là aussi, la silhouette et la virtuosité de ce que nous avons vu dans l'art roman bourguignon. Alors, sur l'un des portails latéraux, vous avez également ici le Christ, avec vraisemblablement Saint-Pierre et Saint-Paul. On voit Saint-Pierre, en tout cas, sur la gauche avec les clés. Et remarquez à l'intérieur de l'arc les décors de palmettes, les décors d'animaux quasi fantastiques, avec des rinceaux, des feuillages enlacés, voyez-vous. En bas, sur le linteau, nous avons une scène de bataille également, des chevaliers qui s'affrontent. Et voici donc le bras gauche du transept surmonté encore de son magnifique clocher. Il est très regrettable qu'on n'ait pas pu conserver la paire de clochers. Bon, ça donnait un souffle tout à fait spécial à cet édifice, au demeurant de taille relativement modeste. Voilà le chevet qui est surtout orné, lui, de cette superposition d'arcatures sur différents formats, d'arcades comme imbriquées les unes dans les autres. Et remarquez que ce dôme à la croisée a une forme en effet tout à fait spéciale, plutôt de tradition byzantine. Voilà le chevet ici complètement dégagé. Bon, vous constatez qu'on est bel et bien dans l'apogée, là encore, du deuxième âge roman, par la qualité de la pierre de taille qui a été utilisée. Et l'intérieur, donc, n'est pas sans évoquer eh bien, les édifices précédents, en particulier Saint-Front de Périgueux, bien que plus modeste ici, et sur une version en croix latine, mais on voit que les couvrements sont les mêmes, même typologie. Et les seuls véritables décors intérieurs reposent dans les chapiteaux. Il y en a quand même un certain nombre constatés qui sont tous sculptés. Voilà, en même temps, on voit qu'à chaque travée, les arcs sont quand même brisés et donc on voit que la brisure est en train, au fil du temps, de s'intensifier de plus en plus pour déboucher à un moment donné sur l'arc véritablement brisé qui sera celui de l'âge gothique. Alors il est vrai que l'agencement des pierres pour constituer ces coupoles et les pendentifs qui les soutiennent est absolument remarquable. Là, on a un art de ce qu'on appelle de la stéréotomie qui est exceptionnel. C'est une autre apogée, en effet, de l'art roman, de ce monde roman. Voilà, ici, on voit très très bien comment les pierres sont disposées.
Alors les murs latéraux sont renforcés par ces enfilades d'arcs plein cintre, rythmées par des piliers et des colonnes engagées. Du coup, ça permet, vous le constatez, de percer au-dessus des fenêtres plus grandes que ce qu'on a vu jusqu'alors. Et donc, nous avons là des églises à coupole particulièrement lumineuses. Dans la même famille de ces églises à coupole, il faut également rajouter l'abbaye Sainte-Marie de Souillac. Alors, on est au nord du Quercy, à la limite du Quercy et du Périgord. Autre chef-d'œuvre ici du XIIe siècle. Alors, voici en haut, sur ces relevés du XIXe siècle, la coupe au niveau du transept, au milieu la coupe longitudinale, donc toute la nef où l'on voit donc les coupoles de profil, et en bas le plan donc en croix latine. Voilà, Souillac est surtout réputé pour son chevet admirable. Bon, outre les coupoles, bien entendu, il y a un chevet particulièrement réussi, qui semble remonter plutôt au milieu, voire à la seconde moitié du XIIe siècle. Alors, c'est une abbaye qui a eu une certaine importance. Vous voyez au premier plan, d'ailleurs, les bâtiments conventuels avec le cloître, mais eux, ils ont été reconstruits beaucoup plus tard, plutôt dans le courant du XVIIe siècle. Mais là, extérieurement, on voit bien ce qui couvre dans les trois coupoles, qui sont un peu surbaissés, écrasés, à la manière byzantine, une fois de plus. Voilà cet admirable chevet. Alors ce chevet a la particularité de refléter bien sûr le déambulatoire à chapelle rayonnante, mais surtout cette grande abside semi-circulaire est dominée par cette multitude de petites fenêtres, et au deuxième niveau, les fenêtres sont encore plus petites et sont décalées par rapport au niveau inférieur, donc ce qui donne une sorte de décoration, d'animation un peu différente de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et puis on a dans ces régions-là la chance d'avoir une pierre de très grande qualité, un calcaire très clair qui se taille remarquablement. Voilà, on voit de plus près ici justement cette qualité de la construction, de la régularité de ces assises de pierre de taille. Et vous voyez que juste sous les toitures, on a cette multitude de corbeaux et de pierres en saillie qui soutiennent la corniche, et au-dessus, les poutres de la toiture qui débordent légèrement. L'intérieur est complètement dénudé aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un mobilier riche à l'époque de l'abbaye, quand l'abbaye était en activité? Est-ce qu'il y a eu un jubé? Bon, on ne sait pas très bien. On conserve dans la partie inférieure de l'église, mais je n'aurai pas le temps de vous le détailler aujourd'hui, les restes d'un grand portail sculpté que Marcel Durlia, qui a été le grand spécialiste de l'art roman, de l'art médiéval dans son ensemble dans le sud-ouest de la France, qui était professeur à l'université de Toulouse, décrit comme le grand effondrement de Souillac, car en effet, on a une sorte de chute qui est représentée dans la sculpture, qui est impressionnante. Voilà le chœur avec son arc bien brisé, les deux bras du transept et les deux absidioles. Le même genre de coupole à nouveau, si ce n'est qu'elles sont plus marquées par des corbeaux en saillie dans la partie inférieure. Et vous constatez que latéralement, au-dessus des arcs brisés qui renforcent les murs maîtres, on a une coursive de circulation qui est bien sûr d'origine. Voilà, c'est à peu près le même point de vue. Alors là, depuis le chœur vers la basse nef, on voit sous le buffet d'orgue les sculptures dont je viens de vous parler sommairement, analysées par Marcel Durlia. Là, des restes donc d'un portail qui à un moment donné a été remonté là, tout simplement pour le protéger. Alors, dans la même famille également, nous avons l'abbaye de Solignac. Alors là, on est près de Limoges, au sud de Limoges, l'abbaye Saint-Pierre et Saint-Paul de Solignac, qui a été reconstruite au XIIe siècle, qui a le même type de plan aussi. On voit dans la partie basse qu'il y a un petit narthex qui est légèrement désaxé aussi par rapport à la nef.
Voilà un ensemble qui est finalement moins connu. Et c'est dommage parce que Solignac fait partie des édifices romans vraiment parmi les plus remarquables, les plus représentatifs de cette lignée d'églises à coupole dans le sud-ouest de la France. Et on voit là aussi que les bâtiments monastiques immenses, c'est même étonnant, ont été repris largement au XVIIe siècle. On devine même des restes de jardins à la française, presque à la manière d'un château. Mais l'église abbatiale du XIIe est restée non seulement intacte, mais regardez, elle possède même des petites arcatures qui ne sont pas sans évoquer presque des grosses bandes lombardes. On n'en est pas loin. Voilà, on les voit d'un peu plus près, c'est la seule véritable animation de ces murs ici. Là aussi, belles assises régulières. Alors les bandes lombardes véritables, en revanche, sont visibles sur la même église, latéralement et sur une partie du transept. On les voit au registre inférieur. Vous voyez, deux petites arcades chaque fois, deux par deux, rythmées par des travées soutenues par des lésènes, les fameux pilastres que j'évoquais. Également, près des fenêtres, qui sont d'ailleurs de belles dimensions, on a comme des bandes lombardes, mais 3 par 3, en fait, des motifs trilobés. C'est assez joli. Alors que la façade, elle, a un portail unique, complètement dépouillé, et le clocher a été certainement largement repris beaucoup plus tard. Voici l'intérieur. Alors, intérieurement, ce qui est assez inattendu, c'est qu'on retrouve également des bandes lombardes latéralement qui sont un peu opulentes et très en relief, mais au même niveau que ce qu'on voit à l'extérieur. Et du coup, elles servent ici intérieurement de base à cette espèce de galerie de circulation qui passe jusque dans l'épaisseur des piliers qui rythment l'édifice et qui soutiennent ces coupoles. Alors la pierre ici a une couleur beaucoup plus chaleureuse, plus riche, certainement en minerai de fer, là aussi. Voilà, c'est toujours la référence à certains aspects de Saint-Front de Périgueux et de Cahors également. Voilà, c'est depuis le chœur jusque vers le portail d'entrée. On voit encore des restes de stalles de l'époque gothique sur les côtés. Voilà, ça c'est un gros plan sur le chœur, où on voit le nombre de petites fenêtres dans la partie haute. Quelques bandes lombardes encore ici au niveau d'une absidiole. Et je voudrais vous dire quelques mots. Alors là, on monte un peu plus au nord vers le Val-de-Loire. C'est l'abbaye de Fontevraud, l'abbaye royale de Fontevraud, alors qui est un édifice à vous couper le souffle. L'abbaye de Fontevraud, il faut avoir vu ça une fois dans sa vie. Elle a été fondée en 1101 par Robert d'Arbrissel. Et c'est une abbaye tout à fait particulière. Vous voyez l'ampleur des bâtiments. Bon, des bâtiments qui ont été là aussi largement rebâtis postérieurement, sauf la grande église abbatiale que vous apercevez sur la droite avec son fabuleux chevet, qui est une église qui a des dimensions quasiment de cathédrale. Et on parle même d'un ordre de Fontevraud, car effectivement, Robert d'Arbrissel a eu l'idée de créer un monastère gigantesque, mais en fait un monastère mixte. Alors je m'explique, les religieux et religieuses ne vivaient pas ensemble, mélangés, mais ils vivaient dans le même monastère avec une partie pour les hommes et une partie pour les femmes. Et bien sûr une clôture entre les deux, mais c'est quand même un cas tout à fait original. Alors cet ordre de Fontevraud a légèrement essaimé, il y a eu quelques fondations à droite à gauche, mais quand même assez rares. Mais en revanche, ici, la maison mère est quelque chose de complètement incroyable. Alors, je vais vous montrer quelques détails. Voici la façade et toute la perspective de l'église abbatiale. Donc, c'est un bâtiment du XIIe siècle, mais déjà bien avancé, qui sera terminé même à l'extrême fin du XIIe et même au XIIIe.
Le chevet est un véritable chef-d'œuvre, avec des absidioles bien élancées, voyez-vous. En plus, bon, on est là sur un terrain qui n'est pas très régulier, donc on a eu le mérite de construire cet édifice bon, sur peut-être dans un territoire qui n'était pas évident. Remarquez aussi la beauté du clocher de la croisée. Il n'y a que ses toitures et le gros lanternon, de plan carré d'ailleurs, recouvert d'ardoise, qui est bien sûr postérieur. Et dans cette région, nous avons bien entendu une pierre bien connue qui est particulièrement blanche. Voilà, la grande nef dont nous reconnaissons ici la silhouette, si ce n'est qu'elle est surprenante par la blancheur de sa pierre. Il faut ne pas oublier qu'il y a les tombeaux des Plantagenets qui sont là. Et alors la curiosité, c'est que tout à fait au fond, le chœur tout à coup se rétrécit brutalement. C'est même curieux, et dans la perspective, on ne voit pas spécialement le couvrement de ce chœur. Donc c'est un peu la bizarrerie, mais bon, on a une église immense, vraiment immense. Sinon, vous voyez vraiment les similitudes avec les deux églises précédentes, avec Solignac et Souillac. On a les mêmes plaquages d'arcades sur les côtés, le même type de colonnes engagées, des chapiteaux sculptés un peu partout. C'est la seule décoration, une fois de plus, de l'intérieur de cet édifice. Voilà, ici sous un autre éclairage. Alors, moi, ce que je retiens de Fontevraud, chaque fois que j'y suis allé, c'est la perfection, ici, plus que partout ailleurs dans ces églises à coupole du sud-ouest, en tout cas de la moitié ouest, pardon, la perfection de la construction. Ici, vous le voyez au premier coup d'œil, les pierres sont d'une régularité quasi parfaite. Voilà, vous le voyez même encore mieux ici, dans cette succession de coupoles qui sont très peu profondes, et donc une fois de plus à la manière byzantine. Alors, je change de chapitre, quelques mots sur l'Auvergne et le Velay, qui sont deux régions, vous le savez, qui se touchent. Je ne vais pas vous présenter toutes les églises, même toutes les églises principales d'Auvergne et du Velay, il y en aurait beaucoup, donc ne soyez pas déçus, mais je pense vous avoir fait une sélection qui sera très représentative. Alors, les églises d'Auvergne et du Velay, d'abord se caractérisent par l'emploi, dans la logique des choses, d'une roche locale qui est elle-même naturellement haute en couleur, c'est-à-dire la pierre volcanique, du basalte et aussi d'autres roches volcaniques qui ont des couleurs très différentes. Et donc, il semblerait que dès les origines, dès la fin du XIe siècle, les bâtisseurs de ces régions aient voulu jouer sur cette polychromie, ce mélange de matériaux aux couleurs quelquefois chatoyantes. Et quelquefois, ça leur a donné l'idée, semble-t-il, de produire même des décors qui ressemblent quasiment à des marqueteries. Alors, c'est le cas de l'église donc Saint-Nectaire, qui est une église commencée à la fin du XIe et qui sera terminée dans une deuxième phase qui se situe précisément entre 1146 et 1178. Nous avons ici un beau plan à trois nefs, croix latine, déambulatoire et chapelle rayonnante. Nectaire est un saint très vénéré en Bourgogne puisqu'il est considéré comme l'évangélisateur de l'Auvergne. Il a vécu au IIIe siècle. Donc c'est une église en son honneur qui est sur un promontoire. Et déjà, on voit que l'ensemble est très ramassé. Les volumes sont magnifiquement proportionnés, agencés. Alors, ce n'est pas une nouveauté, mais en même temps, en Auvergne, c'est assez courant. On a des églises qui ne sont pas nécessairement très longues, mais très articulées au niveau des volumes, et ce sont des merveilles d'équilibre. Une autre caractéristique aussi de cet art roman en Auvergne, c'est qu'on trouve à la croisée du transept toujours cette tour-lanterne de forme octogonale très ajourée qui évoque un peu l'art lombard, c'est vrai, mais qui repose sur un élément intermédiaire finalement de plan rectangulaire, ce qu'on appelle un massif barlon. Barlon, je vais vous montrer dans un instant à l'intérieur comment ça se présente au premier coup d'œil. Voilà, vous voyez les roches de différentes couleurs utilisées.
On le voit ici dans l'axe du chevet. Alors justement, les deux bras du transept en saillie de part et d'autre, vous voyez que au-dessus du transept, il y a un massif avec trois petites fenêtres qui soutient le lanternon octogonal. Voilà, c'est ce massif sous le lanternon qu'on appelle massif Barlow. Voilà, vous voyez la qualité de ces matériaux. Alors, vous savez que les roches volcaniques sont des roches souvent très dures, donc ce sont des bâtiments qui ont peut-être mieux traversé les siècles que d'autres, la roche étant d'une grande résistance aux intempéries. Il faut constater que au niveau de l'abside principale et des bras du transept, dans les parties hautes, il y a des motifs, en effet, de rosaces, de losanges, de tout un décor fait à partir de ces roches volcaniques. Alors, on voit ici en haut du transept droit une croix qui est comme marquetée. Et voici donc à l'abside principale ce ravissant décor de cette frise de rosaces, c'est d'un raffinement extrême, et on a ça sur toutes les principales églises romanes d'Auvergne et également du Velay. Voilà, ici je vous mets un petit peu, alors je fais cohabiter, vous voyez, sur le même édifice, voilà, deux parties différentes. Alors, le bâtiment ayant été restauré assez récemment, tout cela, bien sûr, ressort beaucoup mieux. Alors, l'intérieur est un chef-d'œuvre, en effet, d'équilibre, mais aussi de luminosité. Les piliers, ce sont des colonnes maçonnées en pierre de taille avec de beaux chapiteaux. La voûte, c'est un berceau plein cintre. Voilà, vous voyez la majesté de ces trois nefs. Ça paraît plus grand que ce que c'est en réalité. On a un peu la même sensation au niveau des proportions que Sainte-Foy de Conques, par exemple, à la même époque. Et puis alors, les Auvergnats, à l'époque, sont des sculpteurs hors pair, avec des chapiteaux qui sont d'ailleurs très volumineux et qui possèdent encore, c'est ici le cas, des restes importants de polychromie. Vous voyez à quel point ce déambulatoire à chapelle rayonnante ici est lumineux, c'est une pure merveille. Voilà, depuis le chœur vers la basse nef, où l'on voit qu'au fond, il y a une tribune. Et nous nous transportons vers la basilique Saint-Julien de Brioude, qui nous montre un autre type d'église romane en Auvergne. Alors, c'est une église qui a été reconstruite au début du XIIe siècle. C'est une ancienne abbaye qui est devenue basilique qu'à la fin du XIXe siècle. Saint-Julien, c'est un saint local qui a vécu au début du IVe siècle et qui a été martyrisé en bordure d'une route non loin de l'église actuelle. Et donc, c'est un lieu de pèlerinage également. Alors, voici le chevet. Alors là, on a carrément une roche volcanique qui est de couleur ocre. Et on voit que l'abside principale est ornée, là aussi, d'une véritable marqueterie. Et puis, donc, on devine là aussi un déambulatoire à chapelle rayonnante qui constitue ces beaux volumes-là au rez-de-chaussée. Le transept, lui aussi bien saillant. Par contre, nous n'avons pas le massif Barlon. À la base du clocher en fait, octogonal à la croisée, il y a un carré et non pas un rectangle. Voilà le côté chaleureux qu'on peut trouver sur des murs immenses dans les églises de ces contrées. Et vous voyez qu'au portail, aux trois portails, on alterne, et c'est assez courant dans l'Auvergne et plus encore le Velay, une pierre colorée foncée avec une pierre claire. Et donc, alors, est-ce que c'est, on n'en a pas non plus de réponse définitive, est-ce qu'il s'agit d'une influence de l'art roman pisan, de l'art roman byzantin aussi à travers cela? C'est tout à fait possible. Alors la nef, la grande nef de cette église est assez démesurée, l'église est très longue. C'est d'ailleurs aussi en cela que l'église est un peu à part parmi les églises romanes d'Auvergne, mais c'est vraiment une église de pèlerinage par excellence, donc il a fallu une église à trois nefs un peu démesurée pour faciliter vraiment la circulation des pèlerins. L'intérieur a conservé un certain nombre de fresques de l'époque romane. Je vous en montre ici quelques exemples. Bon, ce sont vraiment des
fragments, mais les couleurs sont très chatoyantes et les motifs ont encore beaucoup de relief. Vous avez même dans la partie inférieure des fausses tentures. Et puis, sur une tribune dominant la grande nef, vous avez au revers de la façade la voûte qui est ornée de ce Christ en majesté somptueux, entouré du tétramorphe. Vous voyez la qualité des couleurs et pourtant, il reste peu de choses là aussi en pigments, mais ça produit son effet. Rappelez-vous, je vous l'avais déjà dit, l'homme au Moyen-Âge a la passion de la couleur. Mais c'est vrai que la silhouette de ce Christ est en effet très proche des icônes. Le pavement aussi de cette basilique est très intéressant. La basilique a conservé une bonne partie du pavement d'origine, qui est ce qu'on pourrait appeler une sorte de calade, voyez-vous, constituée en effet de petits galets clairs et foncés. Sorte de grosse mosaïque d'une certaine façon. Voilà encore dans une autre partie. Et nous nous transportons à Clermont-Ferrand pour voir la célèbre église, qui est aussi basilique d'ailleurs depuis la fin du XIXe siècle, Notre-Dame-du-Port. Alors, Notre-Dame-du-Port, tout simplement parce que l'église au Moyen-Âge, au moment de sa réalisation au XIIe siècle, a été construite à proximité de la porte de ville, au niveau de laquelle se faisait l'essentiel du commerce, des échanges. Donc, c'était vraiment le lieu économique par excellence de Clermont-Ferrand. Et cette église était un petit peu la paroisse, finalement, des marchands, des commerçants. Alors, l'église, hélas, est aujourd'hui très enserrée dans des bâtiments de diverses époques, donc il est très difficile de la photographier dans son ensemble. Donc, je vais vous la montrer un petit peu morceau par morceau. Le chevet est remarquable. Vous voyez qu'il est richement orné, lui aussi, d'éléments de marqueterie de pierres volcaniques. Elle a été construite entre 1120 et 1130 précisément. Voilà un bras de transept, où l'on voit un chapiteau sculpté et la partie haute ornée, là aussi, de marqueterie. Voilà de plus près l'abside principale. Alors non seulement on a ces rosaces marquetées, mais on a aussi au-dessous des petites colonnettes avec leurs chapiteaux, 3 par 3, les fenêtres qui sont à la manière pisane, là aussi en pierre claire et foncée en alternance. Bon, c'est un bâtiment très soigné, très précieux. Et on a ici, au-dessus de l'abside principale, la croisée du transept, le véritable massif Barlon, vous voyez, avec ses petites fenêtres qui soutiennent la tour octogonale. Un portail latéral, où l'on voit donc quelques sculptures d'un style assez primitif, mais qui possède encore des restes de polychromie du XIIe siècle. Et l'intérieur donc de l'édifice à 3 nefs, dont la nef principale, d'admirables chapiteaux. Alors les 2 premiers, là de part et d'autre sur ma photo à droite et à gauche, sont plutôt à la manière antique. Les suivants alternent tantôt chapiteaux historiés, animaux fantastiques, éléments de végétaux, motifs géométriques, etc. Et vous constatez qu'on a un berceau plein cintre qui n'est même pas rythmé ou renforcé par des doubleaux. Une nef latérale plutôt étroite, voûtée d'arêtes, comme nous l'avons déjà vu souvent. Le même type de tribune comme à Saint-Nectaire et également à Saint-Julien-de-Brioude au-dessus du portail d'entrée. Vous remarquez qu'il y a des tribunes également au-dessus des nefs latérales, mais qui sont un peu écrasées, un peu surbaissées. Et voilà donc le massif Barlon à la croisée du transept dans son intégralité. Donc vous avez une partie centrale carrée, du carré on passe à l'octogone, et sur les côtés, au-delà des grands arcs plein cintre, nous avons presque comme 2 pseudo-petites coupoles ou moitié de coupoles intermédiaires, dont l'ensemble constitue le massif Barlon. Ça, c'est un véritable chef-d'œuvre de l'art roman en Auvergne, mais cela dit, on en trouve aussi parfois largement en dehors de l'Auvergne. Donc Marcel Durlia disait que ce n'était pas une caractéristique spécifiquement auvergnate, même si c'est surtout là-bas que ça s'est développé.
Alors, le Puy-en-Velay, nous terminerons aujourd'hui avec un petit aperçu des deux grands édifices romans du Puy-en-Velay. D'abord, la cathédrale. Alors, cette cathédrale, qui ne la connaît pas? La cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation, cette cathédrale qui, comme son nom l'indique, est construite sur un puits, c'est-à-dire sur un promontoire. Et n'oublions pas qu'il y a là une histoire magnifique, hautement spirituelle, qui nous dit que déjà au IIIe siècle, la Vierge Marie est apparue sur un dolmen, lequel est conservé en partie dans une chapelle latérale aujourd'hui de la cathédrale, et ce qui fait que la cathédrale a été construite sur un emplacement qui est particulièrement difficile et ingrat, d'où la nécessité d'avoir cet immense parvis, et ensuite de pénétrer sous ces grandes arcades où l'on a la suite donc des escaliers d'accès à la cathédrale. Et en fait, la grande nef et les nefs latérales sont en surplomb par rapport à ces trois portails qui sont au-dessus du parvis. Et puis, donc, nous retrouvons ici en façade ces marqueteries à la manière auvergnate, vous voyez, qui se retrouvent donc aussi dans le Velay, et le même type de roches volcaniques utilisées. Voilà ce gros plan sur la façade. Je dois avoir aussi, on voit aussi d'ailleurs l'alternance à la manière pisane de pierre claire et foncée. Voilà la partie haute. C'est le chef-d'œuvre de cette façade. Ce joyau de l'art roman, vous voyez, avec des pierres qui sont quasiment roses, d'autres ocre foncé, d'autres grises, d'autres blanches, des colonnettes de basalte également. L'intérieur a été, je vous l'accorde, abusivement restauré, vraiment très abusivement restauré, on dirait que c'est tout neuf, mais on a là à nouveau un couvrement d'une succession de coupoles pour la grande nef, mais soutenu par un ensemble assez complexe de colonnettes. Les angles sont brisés par des trompes, donc c'est un peu plus animé, voilà, un peu plus animé, mais ça reste quand même lumineux. Voilà, vous voyez un petit peu mieux ici la belle architecture à l'intérieur, à la base de ces coupoles. Et le cloître qui est peut-être encore plus marqué par le monde pisan, enfin tout au moins il y a une connotation assez byzantine ici, il est entièrement marqueté lui aussi. Il n'est pas très grand, mais on peut dire que le groupe épiscopal médiéval du Puy-en-Velay est conservé à peu près dans son intégralité. Voilà, les chapiteaux sont d'assez belle qualité ici aussi. Et puis je terminerai donc cette séance par cette merveilleuse chapelle construite sur ce rocher volcanique également de Saint-Michel de l'Aiguille. Alors, c'est une église, une chapelle qui est contemporaine de la cathédrale, qui était d'ailleurs sous la tutelle des chanoines de la cathédrale, et elle fait partie donc du pèlerinage, puisque n'oublions pas que le Puy-en-Velay non seulement est un pèlerinage à part entière donc à la Vierge, avec un jubilé qui a été instauré très tôt au Moyen Âge et dont on a beaucoup parlé ces dernières années, puisqu'en fait on décrète une année jubilaire lorsque la fête de l'Annonciation, le 25 mars, tombe en même temps que le Vendredi Saint, donc ce qui est très rare, vous le savez, dans notre histoire. Et en même temps, c'est une étape importante des pèlerins de Compostelle. Donc, c'est vraiment une ville sainte par excellence, c'est le Puy-en-Velay. Donc, il y a beaucoup de sanctuaires. Et Saint-Michel, au Moyen-Âge, on le voit vraiment comme le gardien des hauteurs, des promontoires. Donc, il ne faut pas être étonné qu'au sommet de ce rocher qui culmine à un peu plus de 80 mètres au-dessus de la ville, eh bien, on a une chapelle consacrée au prince de la milice céleste. Et cette chapelle est un joyau. C'est un joyau. Alors, on sait qu'il y a eu une première chapelle vraisemblablement vers l'époque carolingienne, peut-être même avant, laquelle sera entièrement reconstruite dès le début du XIIe siècle, avec en plus un admirable clocher. Et lorsque les pèlerins donc arrivent devant le portail d'entrée, eh bien, on découvre là quelque chose de particulièrement byzantin, me semble-t-il, un portail dont le tympan est carrément trilobé, voyez-vous, et tout le pourtour marqueté très finement, très délicatement,
on a l'impression que c'est un ensemble de pierres précieuses qui ont été serties ici. Voilà de plus près. Alors, dans les parties polylobées, vous devinez, donc il y a les apôtres, il y a l'agneau mystique, il y a également 2 sirènes sur le linteau qui symbolisent la luxure, ça je l'avais déjà dit. Donc vraiment, c'est un des joyaux méconnus, mais qui mérite là aussi une visite très attentive lorsqu'on se rend au Puy-en-Velay. Voilà, je crois que c'est... Non, pardon, j'avais encore ce gros plan, mais on voit d'ailleurs un peu mieux les sirènes en bas. Et puis de plus près, cette délicate marqueterie. Voilà, c'est ma dernière image. Alors, je voudrais juste donc vous annoncer que, d'abord vous remercier l'équipe d'Odeya également pour ces 5 conférences sur l'art roman, donc cette initiation à l'art roman qui se termine aujourd'hui. Mais sachez qu'il va y avoir une suite. Alors, je vais donc vous parler de l'art gothique. Et vous verrez que dès la première séance, eh bien, je vais faire la transition entre le roman et le gothique par un aspect que je n'ai pas encore eu le temps d'aborder. C'est le cas de l'art roman en Normandie, où en effet, il y a dès la première moitié du XIIe siècle, vous verrez, dans le système de voûtement, l'apparition de sortes de croisées d'ogives qui annoncent grandement le gothique, ainsi que le plan de ces églises, notamment des grandes abbayes normandes, qui annoncent déjà le plan de nos grandes cathédrales gothiques. Et le fait d'aborder le gothique, eh bien, ça sera un peu un hommage à Notre-Dame de Paris, vous en conviendrez. On restera un peu comme ça dans l'actualité. Et le sujet est absolument fabuleux, à tel point que je vous annonce à partir du 18 mai, non pas 5, mais 9 conférences sur le gothique. Voilà, donc j'espère qu'on va tous se régaler ensemble. Et n'oubliez pas de diffuser le lien de ces conférences à tous vos proches, à tous vos amis. Il faudrait que l'on soit encore plus nombreux pour nous soutenir. Et je le rappelle succinctement, si vous souhaitez faire un petit don, n'hésitez pas, car nous en avons tous besoin en ces temps de confinement et de grandes difficultés. Merci encore à tous. À très vite. Au revoir.